nationale. Et si notre pays est l'un des plus influents au monde, c'est en partie grâce à son armée, une armée malade du manque de moyens. Bonsoir Pierre de Villiers. Bonsoir Anne-Claire Coudray. Alors vous publiez aujourd'hui un livre, Servir, c'est son titre. Vous étiez chef d'état-major des armées, c'est-à-dire le numéro 1 de l'armée française. Début juillet, vous avez contesté la baisse de budget de 850 millions d'euros annoncée par le gouvernement et vous allez démissionner quelques jours plus tard suite à ce qu'on peut appeler un recadrage de la part d'Emmanuel Macron. Nous sommes à la veille du défilé du 14 juillet, je vous propose de l'écouter. Je considère, pour ma part, qu'il n'est pas digne d'étaler certains débats sur la place publique. J'ai pris des engagements. Je suis votre chef. Les engagements que je prends devant nos concitoyens et devant les armées, je sais les tenir. Et je n'ai à cet égard besoin de nulle pression et de nuls commentaires. Comment avez-vous vécu cette humiliation, Général de Villiers? Ce n'est pas une humiliation, en tout cas, ce n'est pas comme ça que je l'ai vécu. Vous dites quand même que c'était devant la hiérarchie militaire, devant votre homologue américain, devant les familles des soldats blessés. Ça doit être dur humainement à accepter. Ça a été une surprise pour moi parce que je ne m'attendais pas à de tels propos, des propos aussi forts. Et je dois vous dire que dans les circonstances du 13 juillet au soir, la veille du 14, cette grande fête du lien entre l'armée et la nation, j'ai été effectivement surpris. Après, j'ai réfléchi et j'en ai tiré les conclusions. J'avais un désaccord de fond budgétaire sur les arbitrages, en particulier à court terme, pour 2017, moins 850 millions d'euros. Et pour 2018, en réalité, on ne pourra financer que les mesures déjà engagées à l'occasion du quinquennat précédent suite aux attentats. Et c'est à ce moment-là que j'ai estimé que j'étais plus véritablement l'homme de la mission, le chef d'état-major, mission, démission. J'ai donc choisi la démission. Mais vous parlez d'un gâchis. Il y a quand même beaucoup d'amertume dans vos propos. Il n'y a pas d'amertume. Ça peut être surprenant, mais moi je ne suis pas un homme de pouvoir, je suis un homme de responsabilité. Quand j'ai pris cette fonction, il y a 3 ans et demi, je savais qu'elle pouvait s'arrêter à tout moment, parce que c'est comme ça, nous sommes habitués. Dans l'armée, nous avons une mission à remplir. Il nous faut des moyens et il nous faut une cohérence entre les besoins et les ressources. Alors justement, vous éditez un livre qui s'appelle Servir. Le propos de ce livre, c'est le manque de moyens de l'armée française, une armée impliquée ces dernières années dans de nombreux théâtres extérieurs, Syrie, Irak, Mali, Centrafrique. Mais avec quel budget? Écoutez cet état des lieux signé Pierre Grange. À chaque coupe budgétaire, c'est l'investissement dans le matériel qui est touché. La France pourchasse les djihadistes dans le Sahel avec des véhicules qui tombent en panne les uns après les autres. Leurs camions datent d'il y a 50 ans. Les blindés, eux, d'il y a 40 ans. Non seulement ils tombent en panne, mais ils protègent mal les hommes à l'intérieur quand ils roulent sur une mine artisanale, alors que la relève existe. Le véhicule blindé Les Griffons qui défilent déjà sur les Champs-Élysées. Mais avec le budget actuel, il faudra 15 ans pour remplacer les vieux blindés. Ces pistolets qui équipent toujours les soldats ont été conçus en 1950. Dans le ciel, les avions ravitailleurs ont fêté leurs 40 ans. Et en mer, les pétroliers ravitailleurs sont tout aussi hors d'âge. En 10 ans, le nombre de militaires est passé de 343 000 à 265 000. Le budget de la défense hors inflation est en très nette baisse depuis les années 90. Avant même d'arriver à l'Élysée, Nicolas Sarkozy parlait déjà de s'attaquer au budget de la défense. Ce n'est pas un sujet tabou. Les bases aériennes fermées les unes après les autres. Et en milieu de mandat, il lâche un peu de lest. François Hollande a la même stratégie. Il lance des économies. Je retirerai nos troupes d'Afghanistan. Et la guerre au Mali le fait changer d'avis. La journée la plus importante de ma vie politique. Il augmente finalement les recrutements. Emmanuel Macron, enfin, commence son quinquennat en demandant à la défense de se serrer la ceinture. Un effort a été demandé à tous les ministères, y compris au ministère des Armées. Avant promis des années plus fastes. Une hausse historique de 1,8 milliard d'euros pour le budget du ministère des Armées. Alors où se trouvent nos militaires aujourd'hui? 13 000 sont déployés en métropole, principalement sur l'opération Sentinelle. 4 000 se battent contre les djihadistes au Sahel, 1 200 contre l'État islamique en Syrie et Irak. D'autres interviennent au Liban, en Centrafrique, en Méditerranée pour lutter contre les passeurs et au large de la Somalie contre les pirates des mers. Les derniers sont positionnés dans les Outre-mer et dans les bases en Afrique et au Moyen-Orient.
Pierre de Villiers, ma question est simple. Est-ce que la vie de nos soldats est mise en danger à cause d'un manque de moyens aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons de belles armées, respectées, admirées par nos alliés et craintes par nos adversaires. La question, c'est combien de temps encore nous pourrons tenir en étant schématiquement à 30% au-dessus de nos capacités. C'est facile à comprendre. Mais revenons sur ma question qui est essentielle. Est-ce qu'on risque la vie de nos soldats par manque de moyens? On évoquait, et vous l'évoquez d'ailleurs, page 135 de votre livre, 60% de nos véhicules déployés au Sahel n'étaient pas blindés, on l'a vu dans le reportage. Est-ce que ça veut dire que nos soldats sont susceptibles de mourir davantage quand il y a une mine qui explose, qui est déjà arrivée? Mais vous savez, quand on est chef d'état-major des armées, on a deux préoccupations tous les jours. La première, c'est de protéger la France et les Français parce que c'est ce qu'ils attendent avec le budget de la défense, 32,8 milliards cette année, et c'est normal. Et la deuxième, c'est de donner aux soldats les moyens de gagner, les moyens de la mission, mais pour gagner. Et pour gagner, il faut être supérieur à l'ennemi. En face de nous, nous avons aujourd'hui deux conflictualités. Le retour des États-puissances, dont on ne parle pas assez, et l'islam radical, le terrorisme, jusqu'au boutiste, qui a érigé la barbarie non pas en moyens, mais en finalité. Nous allons les chercher à 15 mètres. Il est donc légitime que ces hommes et ces femmes, qui sont parfois des héros, sous le feu, aient tous les moyens pour gagner. C'était effectivement mon combat quand j'étais chef d'état-major des armées. Dès ma prise de fonction, j'ai eu des difficultés, des bras de fer budgétaires. Et je comprends qu'on va vers une amélioration du budget. La question, c'est quel est ce seuil d'amélioration nécessaire? Aujourd'hui, les chiffres ont été rappelés, il y a juste que les avions ravitailleurs ont 50 ans de moyenne et pas 40 ans. Donc si vous voulez, les gilets pare-balles, c'est les mêmes que j'avais en 99. On a à Belfort, l'hiver dernier, des hangars à 2 degrés pour réparer les véhicules. Comment travailler dans ces conditions quand la clé colle à la main? Est-ce que ça peut durer encore jusqu'en 2019-2020? Je réponds non, et c'est pour ça que je souhaite que cet effort soit le plus fort possible. Je suis conscient de l'effort de 1,8 milliard qui est fait pour 2018, bien évidemment dans un contexte économique et financier très difficile. Mais moi, j'étais chef d'état-major des armées, j'étais confronté à cette difficulté. Je ne peux pas regarder les yeux dans les yeux les soldats français, marins, aviateurs, si je ne leur donne pas tous les moyens qu'ils sont en droit d'avoir pour gagner. Alors, Emmanuel Macron a dit qu'il allait faire passer le budget de la défense de 1,7% du PIB à 2% du PIB d'ici 2025. Est-ce que vous n'avez pas démissionné sur un coup de tête trop tôt? Malheureusement, pas sur un coup de tête. Parce que je connais bien la problématique budgétaire depuis 25 ans et j'en connais toutes les ficelles. Donc, si vous voulez, les chiffres, on peut aussi les disséquer. La question, c'est de savoir quel va être l'effort supplémentaire à court terme. Moi, je pense qu'il faut protéger les hommes, protéger les véhicules. Vous avez vu, 60% des véhicules qui ne sont pas blindés face à des gens qui nous posent des engins explosifs improvisés, des mines et qui nous tirent dessus. Je pense qu'il faut protéger nos emprises, y compris sur le sol national. Nous avons été attaqués et c'est ça le débat. Et il faut le faire très vite. Et donc, la pente doit être régulière entre 2017 et 2025, 50 milliards en 2025, à hauteur, en gros, de 2 milliards par an. C'est ça, le débat que j'ai eu. Mais au-delà de ce débat, ce qui est intéressant dans mon livre, c'est l'analyse des menaces. Les Français m'ont toujours posé la question, mais on n'y comprend pas. En général, vous pouvez nous expliquer. Eh bien, l'analyse des menaces, c'est que cette guerre va être longue, qu'elle va durer, que c'est une drôle de guerre en quelque sorte, puisque nous sommes en paix sur le territoire, mais nous menons des actions de guerre, y compris sur notre territoire. Une menace, et c'est bien ça la question. Une menace qui a changé de nature. Mais bien sûr, je dis la guerre a changé de visage. Et on ne mène pas une guerre sans effort de guerre. Nous sommes la veille du 11 novembre. Ça parle. On a des exemples dans l'histoire de France où, pour des raisons économiques, pour des raisons de myopie, ou pour des raisons d'absence de courage des chefs militaires, on a connu la défaite.